Je m'appelle Sophia Wilson, et à 23 ans, je venais d'obtenir mon diplôme universitaire avec mention après des années de travail acharné. Ce qui aurait dû être mon moment de plus grande fierté s'est transformé en cauchemar lors de notre dîner de célébration. Mon père a fait teinter son verre et a souri, ce sourire que je connaissais trop bien, et a annoncé à table, « Félicitations, mais tu es assez grande pour payer un loyer ou partir. » Ma mère a acquiescé silencieusement à côté de lui. Il n'avait aucune idée que je préparais ce moment depuis des mois, ni que je possède déjà ma propre maison. L'expression sur leur visage le lendemain vaudrait chaque centime que j'ai économisé. Si vous regardez ceci, j'aimerais savoir d'où vous venez. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner avant de plonger dans la façon dont j'ai transformé l'ultimatum choquant de ma famille en la meilleure décision de ma vie. En grandissant, nous semblions être la famille américaine de classe moyenne parfaite. Nous vivions dans une maison de 4 chambres dans un quartier convenable de Pennsylvanie. Mon père, Robert, travaillait comme analyste de système senior dans une entreprise technologique, tandis que ma mère, Diana, avait un emploi à temps partiel à la bibliothèque locale. Mon jeune frère, Jake, et moi ne manquions de rien. Nous avions des vacances en famille une fois par an, généralement à la plage. Nous célébrions les anniversaires avec des fêtes et Noël avec des piles de cadeaux. De l'extérieur, tout semblait parfait. Mais quand j'ai eu 15 ans, les choses ont commencé à changer. Un jour, papa est rentré à la maison avec un visage crispé. Il avait été licencié. L'entreprise réduisait ses effectifs, et malgré ses 15 années de service, il a été parmi les premiers à partir. Maman a augmenté ses heures à la bibliothèque, mais son salaire suffisait à peine à couvrir l'épicerie, sans parler de notre hypothèque. Ce n'est que temporaire, nous a assuré papa au dîner ce soir-là. Je vais bientôt trouver quelque chose de mieux. Ce quelque chose de mieux n'est jamais venu. Les mois ont passé, et les seuls emplois que papa a pu trouver étaient bien moins rémunérés que son poste précédent. Sa fierté en a pris un coup énorme. Je l'entendais tard le soir, la lueur de l'écran d'ordinateur illuminant son visage frustré alors qu'il parcourait les offres d'emploi. Maman a commencé à travailler plus d'heures, mais la pression financière était évidente. Les factures s'empilaient sur le comptoir de la cuisine. L'atmosphère légère de notre maison a progressivement cédé la place à la tension et aux disputes murmurées après que Jake et moi soyons allés nous coucher. À l'âge de 16 ans, je savais que je devais aider. J'ai postulé pour un emploi à l'épicerie locale, où j'emballais les articles après l'école et les week-ends. Mon premier chèque de paie dépassait à peine $100, et je l'ai fièrement remis à ma mère. « Oh, chérie, tu devrais garder ça pour toi », a-t-elle dit. Mais j'ai vu le soulagement dans ses yeux. « Je veux aider, maman », ai-je insisté. Nous sommes une famille. Ce qui a commencé comme un geste de bonne volonté est vite devenu une attente. Lorsque la facture d'électricité est arrivée avec un avis de retard de paiement, papa m'a regardé avec insistance. « Sophia, peux-tu participer ce mois-ci, juste jusqu'à ce que je me remette sur pied ?» Cela ne m'a pas dérangé au début. J'ai pris plus de quarts de travail à l'épicerie et j'ai ajouté un emploi de serveuse le week-end dans un restaurant local. Mes notes ont un peu baissé, mais j'ai réussi à maintenir une moyenne solide de B malgré le fait que je travaillais près de 30 heures par semaine tout en fréquentant le lycée. À ma dernière année, je payais mes propres vêtements, fournitures scolaires et activités, et je contribuais environ $300 par mois aux dépenses du ménage. Papa avait trouvé un emploi payant environ la moitié de son salaire précédent, et maman était toujours à la bibliothèque, mais d'une manière ou d'une autre, notre situation financière ne semblait jamais s'améliorer. Ce que je ne savais pas alors, c'est que papa avait développé une dépendance au jeu. Il s'arrêtait au casino en rentrant du travail, convaincu qu'il pourrait regagner ce que nous avions perdu. Maman m'a dit plus tard qu'elle le savait, mais qu'elle se sentait impuissante à l'arrêter. Chaque fois, il promettait que c'était la dernière fois, et chaque fois, il retournait aux machines à sous et aux tables de poker en quelques jours. Jake, quant à lui, ne semblait jamais remarquer nos difficultés financières. De 3 ans mon cadet, il était à l'abri de la réalité de notre situation. Pendant que je faisais des quarts de travail double, il jouait à des jeux vidéo et traînait avec des amis. Quand il a demandé la dernière console de jeu pour Noël, l'argent a été trouvé d'une manière ou d'une autre. Quand j'avais besoin de nouvelles chaussures pour le travail, je les achetais moi-même. Ton frère est encore jeune, disait maman quand je soulignais la disparité. Laisse-le profiter de son enfance. Alors, je l'ai fait. J'ai travaillé et étudié, et j'ai aidé à maintenir notre foyer à flot. J'ai vu mon père devenir de plus en plus dépendant de mon revenu,
non pas comme une mesure temporaire, mais comme une solution permanente à ses échecs. J'ai vu ma mère accepter cette nouvelle normalité sans poser de questions. Et j'ai remarqué comment il me traitait différemment de Jack, s'attendant à ce que j'assume des responsabilités d'adulte tout en lui permettant d'avoir des libertés d'adolescent. Lorsque les lettres d'acceptation à l'université sont arrivées, j'avais l'embarras du choix grâce à mes résultats scolaires et à mes activités parascolaires. Mais la bourse complète à notre université d'État locale a rendu la décision simple. Je ne pouvais pas laisser ma famille financièrement, même si une partie de moi voulait désespérément m'échapper. Tu as toujours été la plus responsable, a dit papa quand j'ai annoncé ma décision. Ce qu'il voulait dire, c'était, tu as toujours été celle sur qui nous pouvions compter pour l'argent. J'ai emménagé dans un dortoir sur le campus, mais je suis rentré à la maison tous les week-ends pour travailler à mes emplois. J'envoyais de l'argent régulièrement pour les factures. J'appelais pour prendre de leurs nouvelles quotidiennement. Je suis resté la fille dévouée tout en regardant mes amis profiter pleinement de l'expérience universitaire. Les invitations à des fêtes ont été refusées au profit de quarts de travail supplémentaires. Les voyages pendant les vacances de printemps étaient hors de question lorsque la facture de taxes foncières était due. Tout au long de cette période, je me suis dit que c'était temporaire. Une fois que j'aurais obtenu mon diplôme et trouvé un bon emploi, les choses s'amélioreraient. Une fois que papa se serait remis sur pied, je pourrais me concentrer sur ma propre vie. Une fois que les finances de notre famille se seraient stabilisées, je pourrais commencer à épargner pour mon avenir. Mais au fond de moi, je commençais à réaliser une vérité inconfortable, rien n'allait changer à moins que je ne le change. L'université était censée être mon billet pour la liberté, mais au lieu de cela, c'est devenu une autre obligation à gérer. Mon lundi typique commençait à 5 heures du matin. Je me réveillais, prenais une douche rapide et passais en revue les notes pour mon cours d'éthique des affaires de 8 heures en mangeant une barre protéinée. Après le cours, je me précipitais à mon emploi à temps partiel sur le campus au bureau des admissions, où je travaillais de 10 heures à 14 heures. Ensuite, c'était les cours de l'après-midi jusqu'à 17 heures, un dîner rapide et des études jusqu'à minuit. Les mardis et jeudis étaient similaires, avec des cours différents mais le même rythme effréné. Les week-ends n'offraient aucun répit. Je rentrais chez moi le vendredi soir et me dirigeais directement vers le restaurant pour le quart de travail du soir. Les samedis signifiaient un double quart de travail à l'épicerie, et les dimanches étaient partagés entre le quart de travail du brunch au restaurant et la lessive avant de retourner sur le campus. Ma colocataire Hélène commençait souvent son week-end au moment où je terminais le mien. Tu sais, ce n'est pas normal, n'est-ce pas, a dit Hélène un dimanche soir alors que je rentrais en titubant dans notre chambre de dortoir, épuisé par mon quart de travail et redoutant les cours du lundi matin. La plupart des étudiants ne paient pas les factures de leurs parents. J'ai haussé les épaules. Ils ont besoin d'aide. Mais en ont-ils vraiment besoin? Ton père a un emploi. Ta mère travaille. Ton frère est assez grand pour travailler à temps partiel aussi. Pourquoi est-ce que tout repose sur toi? Ces questions me mettaient mal à l'aise parce que je n'avais pas de bonne réponse. La vérité, c'est que je n'avais jamais remis en question l'arrangement. Il avait évolué si progressivement, de l'aide pendant une crise à devenir le filet de sécurité financière de la famille. Avant que je ne m'en rende compte, je payais la facture d'électricité, la facture Internet et souvent la facture d'épicerie aussi. L'Internet va être coupé, me texto maman. Peux-tu envoyer 200 $ pour la facture? La voiture de papa a besoin de réparation. Peux-tu aider avec la facture de mécanicien de 500 $? Nous sommes un peu à court pour l'hypothèque ce mois-ci. Peux-tu contribuer 800 $? Chaque demande venait avec l'attente tacite que je me conformerais. Et je l'ai toujours fait. Je raclais mes gains, mangeais des ramen pendant une semaine et envoyais l'argent à la maison. La gratitude exprimée s'estompait rapidement, remplacée par le prochain besoin urgent. Au cours de ma deuxième année, les demandes ont augmenté. J'envoyais maintenant régulièrement près de 70% de mes gains à la maison. Mes propres dépenses étaient réduites au strict minimum. J'achetais des manuels usagés, portais les mêmes vêtements pendant des années et ne mangeais jamais au restaurant à moins de travailler un quart de travail au restaurant et d'obtenir un repas gratuit. C'est à cette époque qu'Hélène a organisé ce qu'elle a appelé une intervention. Il faut que ça cesse, a-t-elle dit, me faisant asseoir un soir. Tu es en train de te tuer à la tâche pendant que ta famille profite de toi. Ils ne profitent pas, ai-je protesté faiblement. Ils ont besoin d'aide. Alors pourquoi ton frère n'aide-t-il pas? Pourquoi ton père vient-il d'acheter un nouveau téléviseur?
Pourquoi ta mère a-t-elle publié des photos de leur escapade de week-end sur les médias sociaux? Je n'avais pas de réponse. Le nouveau téléviseur était apparu dans notre salon la même semaine où j'avais envoyé de l'argent pour ce que mon père appelait des factures essentielles. L'escapade de week-end avait eu lieu après que j'ai contribué à ce que ma mère décrivait comme une situation désespérée avec le chauffe-eau. Tu dois commencer à épargner pour toi, a insisté Hélène. Ouvre un compte séparé dont ils ne connaissent pas l'existence. Mets de côté quelque chose chaque mois, même si ce n'est que $20, quelque chose qui est juste pour ton avenir. Ce soir-là, j'ai ouvert un nouveau compte d'épargne dans une banque différente. J'ai mis en place un dépôt direct de 20% de mes gains pour qu'il soit versé directement dans ce compte avant que je ne sois tenté de l'envoyer à la maison. Ce n'était pas grand-chose au début, juste $50 par semaine, mais c'était quelque chose qui était à moi seul. Au début de ma 3e année, j'ai rencontré une conseillère financière nommée Harriet par le biais d'un atelier sur le campus. Harriet a examiné ma situation avec inquiétude. Tu as assumé un fardeau d'adulte alors que tu es encore en train de t'établir, a-t-elle noté. Ce schéma continuera aussi longtemps que tu le permettras. Avec les conseils d'Harriet, j'ai commencé à m'informer sur les finances personnelles. J'ai appris à établir un budget, à investir et à comprendre l'importance de fixer des limites financières. Nous avons créé un plan pour réduire progressivement mes contributions familiales tout en construisant mon propre filet de sécurité. Ta première loyauté doit être envers toi-même, m'a rappelé Harriet. Tu ne peux pas aider les autres si tu te noies. À ma dernière année, mon compte d'épargne séparé avait atteint une somme respectable. J'avais obtenu un stage bien rémunéré dans une entreprise de marketing qui appréciait mon éthique de travail et m'a offert un poste à temps plein dès l'obtention de mon diplôme. Pour la première fois, je pouvais envisager un avenir qui n'était pas défini par les besoins de ma famille. C'est à cette époque que j'ai pris une décision qui allait tout changer. Avec l'aide d'Harriet, j'ai commencé à regarder les premières maisons dans un quartier modeste mais en pleine croissance à 20 minutes du campus. Les prix des logements étaient raisonnables, et avec mes économies, mon excellent pointage de crédit grâce à des années de gestion financière prudente et ma nouvelle offre d'emploi, j'étais admissible à une hypothèque. J'ai trouvé une petite maison de 2 chambres avec une cour et un porche. Elle avait besoin de quelques travaux esthétiques, mais était structurellement saine. Le prix était dans mon budget, surtout compte tenu de ce que j'avais contribué au ménage de mes parents toutes ces années. 3 mois avant l'obtention de mon diplôme, j'ai conclu la vente de la maison en secret. Seules Hélène et Harriet étaient au courant. J'ai fait en sorte que la conclusion de la vente ait lieu pendant les vacances de printemps, lorsque j'ai dit à ma famille que je travaillais des quarts de travail supplémentaires. J'ai signé les papiers avec des mains tremblantes, à la fois terrifié et exalté par mon audace. C'est le premier jour de ta vie indépendante, a dit Harriet en assistant à ma signature sur les documents hypothécaires. J'ai gardé la maison vide pendant ces 3 mois, la visitant de temps en temps pour m'asseoir sur le plancher de ce qui allait bientôt être mon salon, planifiant où iraient les meubles et comment je décorerais une fois que je pourrais me le permettre. Mais surtout, je me préparais à la confrontation inévitable qui allait survenir lorsque ma famille apprendrait que je coupais les liens financiers. L'obtention du diplôme approchait, et avec elle, un règlement de compte que je redoutais et dont j'avais désespérément besoin. Le jour de la remise des diplômes s'est levé radieux et clair. J'ai mis ma toque et ma robe dans la chambre de dortoir que j'avais partagée avec Hélène pendant 4 ans, mes émotions étant un mélange confus de fierté, d'anxiété et d'anticipation. Aujourd'hui, il s'agit de te célébrer, m'a rappelé Hélène en m'aidant à ajuster ma toque. Essaie d'en profiter quoi qu'il arrive plus tard. La cérémonie s'est déroulée sur la pelouse principale de l'université, des rangées de chaises pliantes faisant face à une scène décorée aux couleurs de l'école. Alors que je prenais ma place parmi mes camarades diplômés, j'ai cherché ma famille dans la foule. Ils étaient faciles à repérer, ma mère agitant la main avec enthousiasme pendant que mon père vérifiait son téléphone. Jake avait l'air ennuyé, assistant clairement sous la contrainte. Lorsque mon nom a été appelé, j'ai traversé la scène la tête haute. Sophia Wilson, baccalauréat en administration des affaires, summa cum laude, a annoncé le doyen. J'ai accepté mon diplôme avec une poignée de main ferme, me tournant pour sourire au public. À ce moment-là, en regardant la mère de visage, j'ai ressenti une vague d'accomplissement que personne ne pouvait diminuer. Cette réalisation était la mienne seule. Après la cérémonie, mes parents m'ont trouvé dans la foule des diplômés. Maman m'a serré fort dans ses bras pendant que papa me tapotait l'épaule. Nous sommes si fiers, a dit maman, les yeux sincèrement chaleureux. 4 années se sont envolées comme ça, a ajouté papa.
Il est temps de rejoindre le monde réel maintenant. Jake m'a donné une accolade superficielle. On peut aller manger? Je meurs de faim. Mes parents avaient fait des réservations chez Castellanoes, un restaurant italien de milieu de gamme près du campus, pas l'endroit le plus chic de la ville, mais un cran au-dessus de nos choix de restaurants habituels. Alors que nous étions assis, papa a fait en sorte de dire au serveur, « Nous célébrons la remise de diplôme de notre fille aujourd'hui. » « Félicitations », a répondu le serveur avec un sourire. La première tournée est pour moi. Papa a commandé une bouteille de vin coûteuse pour la table. Maman a choisi l'un des plats de pâtes les plus chers. Jake a sélectionné un steak qui coûtait près de 30 $. J'ai choisi un simple poulet parmesan, calculant déjà combien cette célébration allait me coûter parce que, malgré la grande annonce de papa qu'il me gâterait, je savais qui allait payer la facture. Tout au long des amuse-gueules, la conversation est restée légère. Maman a posé des questions sur mes camarades diplômés. Papa s'est enquis des conférenciers de la cérémonie. Et Jake s'est plaint d'avoir dû rester assis au soleil pendant 3 heures. Personne n'a posé de questions sur mes plans de carrière ou sur ce qui allait suivre. C'était comme si mon diplôme marquait la fin de quelque chose plutôt qu'un commencement. Au moment où nos plats principaux sont arrivés, papa s'est éclairci la gorge et a levé son verre de vin. Un toast à notre diplômé. Sophia, nous ne pouvons pas vous dire à quel point nous sommes fiers de ce que vous avez accompli. J'ai souri et levé mon verre, m'accordant un moment de connexion authentique. Tu as toujours été responsable, a poursuivi papa. Tu as toujours pensé à la famille en premier. C'est une qualité rare de nos jours, alors que tant de jeunes ne pensent qu'à eux-mêmes. Maman a acquiescé, les yeux embués. Mais ensuite, papa a dit, son ton changeant légèrement, la remise des diplômes marque une transition vers l'âge adulte. Et avec l'âge adulte viennent les responsabilités d'adulte. Mon estomac s'est serré. Je savais ce qui allait arriver. Ta mère et moi en avons discuté, et nous pensons qu'il est temps que tu commences à contribuer plus officiellement aux dépenses du ménage. J'ai failli m'étouffer avec mon vin. Plus officiellement, papa? Je paie les factures depuis l'âge de 16 ans. Il a agité la main avec désinvolture. Oui, tu as aidé ici et là. Mais maintenant que tu vas avoir un vrai emploi, il est temps d'avoir un arrangement plus structuré. Ici et là, ai-je répété, incrédule. J'ai payé toute la facture d'électricité le mois dernier, et l'Internet, et la moitié de l'hypothèque. Tout ça, c'est du passé, a dit papa fermement. Nous parlons de l'avenir. Tu es assez grande maintenant pour payer un loyer ou partir. Jake a ricané. Bienvenue dans la vie d'adulte, ma sœur. J'ai regardé ma mère, espérant une certaine reconnaissance de l'absurdité de cette demande, mais elle examinait attentivement ses pattes. Laissez-moi bien comprendre, ai-je dit, ma voix étonnamment stable malgré la colère qui montait en moi. Après avoir soutenu financièrement cette famille pendant le lycée et l'université, travaillé à plusieurs emplois tout en maintenant une moyenne pondérée cumulative de 4,0, vous voulez maintenant que je vous paie 800 $ par mois de loyer plus les services publics? Ne fais pas de drame, Sophia, a répondu papa. Nous t'avons soutenu toute ta vie, t'avons fourni un toit, de la nourriture sur la table. Il est temps que tu fasses ta part. J'avais envie de crier. J'avais envie de dresser la liste de chaque dollar que j'avais versé au cours des 7 dernières années. J'avais envie de jeter le vin cher à son visage et de partir. Au lieu de cela, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit, je vais y réfléchir. Cela a semblé le satisfaire. La conversation a porté sur les plans d'été de Jake, qui impliquait apparemment un voyage en voiture avec des amis que mes parents aidaient à financer. Je suis resté assis en silence, faisant rouler mon poulet dans l'assiette, l'appétit disparu. Quand la facture est arrivée, le serveur l'a placée devant mon père avec un sourire. Encore une fois, félicitations à la diplômée. Papa a regardé la facture, puis l'a glissée à travers la table jusqu'à moi avec un clin d'œil. Considère ça comme ta première dépense d'adulte, 178 $. J'ai placé ma carte de crédit sur la facture sans commentaire, ignorant le sourire narquois de Jake et le regard mal à l'aise de ma mère. Le trajet en voiture jusqu'à la maison a été silencieux. J'ai regardé par la fenêtre, calculant mentalement combien d'argent j'avais donné à ma famille au fil des ans et combien il me restait dans mon compte secret. Au moment où nous nous sommes garés dans l'allée, j'avais pris ma décision. Demain serait le début de ma nouvelle vie, qu'il soit prêt ou non. Le sommeil m'a fui cette nuit-là. Je suis resté allongé dans ma chambre d'enfance,
à regarder les étoiles phosphorescentes au plafond qui étaient là depuis que j'avais 10 ans. La conversation au dîner s'est rejouée dans mon esprit en boucle sans fin, le rejet désinvolte de mes années de contribution, le droit dans la voix de mon père, le silence de ma mère, le regard suffisant sur le visage de Jake. 6 mois plus tôt, j'étais assise en face d'Harriet dans son petit bureau, tordant nerveusement un mouchoir dans mes mains. Je dois faire un changement, lui avais-je dit, mais j'ai peur de ce que cela fera à ma famille. Harriet m'avait regardé avec compassion mais avec fermeté. Sophia, nous avons examiné tes finances ensemble pendant plus d'1 an maintenant. Sais-tu ce que je vois? J'ai secoué la tête. Je vois quelqu'un qui a versé plus de $30 000 aux dépenses de sa famille tout en contractant une dette étudiante et en se tuant à la tâche. Je vois des parents qui en sont venus à s'attendre à ce soutien comme à un dû, et je vois un schéma qui continuera indéfiniment à moins que tu ne le brises. Elle a sorti un dossier contenant la documentation que nous avions compilée ensemble, des relevés bancaires montrant des virements à mes parents, des reçus de factures payées, une feuille de calcul faisant le suivi de chaque contribution. Ton salaire de départ chez Meridian Marketing sera de $60 000 par année. Si tu continues à soutenir ta famille aux niveaux actuels, tu leur donneras environ $24 000 chaque année. C'est 40% de ton revenu. Quand elle l'a dit de cette façon, la situation a semblé encore plus absurde. Tu as épargné avec diligence malgré ces demandes, a poursuivi Harriet. Tu as $15 000 dans ton compte séparé. C'est suffisant pour une mise de fonds sur une maison modeste dans plusieurs quartiers dont nous avons discuté. Ce jour-là, nous avions élaboré un plan. Je continuerai mes contributions jusqu'à l'obtention de mon diplôme pour éviter les conflits. Pendant ce temps, je travaillerai avec un agent immobilier pour trouver une propriété convenable avant l'obtention du diplôme et déménagerai immédiatement après. Bernard, l'agent immobilier recommandé par Harriet, avait joué un rôle déterminant dans la recherche de ma petite maison sur la rue Maple. Il comprenait mes contraintes budgétaires et mon échéancier. Nous avons examiné des dizaines de propriétés avant de trouver la bonne, un bungalow des années 1950 avec de bons fondements mais une décoration désuète, 2 chambres, une salle de bain, une petite cuisine et un salon étonnamment spacieux avec une cheminée. Les propriétaires sont des vendeurs motivés, avait expliqué Bernard. Ils ont déjà déménagé en Arizona et veulent juste conclure rapidement. Le prix demandé était de $175 000. Avec mon pointage de crédit et mes économies, plus un programme pour les acheteurs d'une première maison, Bernard m'a aidé à obtenir une hypothèque dont les paiements étaient inférieurs à ce que mon père demandait en loyer. La conclusion de la vente avait été éprouvante. J'avais pris une journée de congé de cours, disant à mes parents que j'avais un examen important pour lequel je devais étudier. Au lieu de cela, j'étais assise à une table avec des inconnus, signant document après document jusqu'à ce que ma main ait des crampes. Lorsque le dernier papier a été signé, Bernard m'a remis les clés avec un sourire. Félicitations, propriétaire. Maintenant, allongé dans ma chambre d'enfance pour ce que je savais être la dernière fois, je ressentais un étrange mélange de tristesse et de détermination. Cette maison contenait des souvenirs, pas tous mauvais, mais elle représentait aussi une dynamique qui était devenue de plus en plus toxique. À 6 heures du matin, je me suis levé tranquillement et j'ai commencé à emballer mes affaires. J'ai été surprise de voir à quel point je possédais peu de choses malgré le fait d'avoir vécu ici la majeure partie de ma vie. Mes vêtements tenaient dans 2 valises. Mes livres et effets personnels remplissaient 3 boîtes. Mes bijoux, principalement des pièces bon marché que j'avais achetées moi-même, tenaient dans une petite pochette. À 7h30, j'avais tout empilé soigneusement près de la porte de ma chambre. J'entendais du mouvement dans la cuisine, les pas familiers de ma mère et le bruit de la cafetière qui gargouillait. Prenant une profonde inspiration, j'ai descendu la première valise. Maman a levé les yeux de la table de la cuisine, la surprise se lisant sur son visage. « Tu es levé tôt. Tu veux du café? » « Non merci, maman. Je déménage aujourd'hui. » Sa tasse de café s'est arrêtée à mi-chemin de ses lèvres. « Quoi? À cause de ce que ton père a dit, ma chérie. Il ne voulait pas dire que tu devais partir immédiatement. » « Je sais, » ai-je répondu en posant la valise près de la porte d'entrée. « Mais je planifie ça depuis un moment. Il est temps. » Elle m'a suivi lorsque je suis remonté chercher la 2e valise. « Mais où vas-tu aller? As-tu un appartement en vue? Tu ne peux pas simplement partir sans plan. » J'ai souri malgré moi. Elle n'avait vraiment aucune idée que j'étais capable d'élaborer des plans sans leur connaissance ou leur participation. « J'ai un endroit, ai-je dit, ajoutant simplement la 2e valise à la première.
Maintenant, le remue-ménage avait réveillé mon père. Il est apparu dans le couloir, les cheveux ébouriffés, une robe de chambre attachée à la hâte. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé. Sophia dit qu'elle déménage, a expliqué maman en se tordant les mains. Papa a regardé les valises, puis m'a regardé, son expression passant de la confusion à la colère. À cause d'hier soir, pour l'amour de Dieu. Nous avions juste une conversation sur les responsabilités d'adultes. Il n'y a pas besoin de faire de drame. Il ne s'agit pas d'hier soir, ai-je dit en remontant chercher mes boîtes. C'est mon plan depuis des mois. Je commence mon nouveau travail lundi, et j'ai besoin d'être installé dans mon nouvel endroit avant cela. Nouvel endroit. Papa m'a suivi en haut des escaliers. Quel nouvel endroit? Tu ne peux pas te permettre d'avoir un endroit à toi pour l'instant. Tu dois d'abord constituer une épargne. L'ironie de le voir me donner des leçons sur l'épargne alors qu'il avait systématiquement vidé la mienne pendant des années était presque risible. Mon nouvel endroit est déjà réglé, ai-je dit en soulevant une boîte de livres. J'ai épargné et planifié pour ça. Épargné? La voix de papa s'est élevée. Comment pouvais-tu épargner quand tu nous aidais avec les dépenses? Je n'ai pas répondu, me concentrant plutôt sur le fait de descendre mes affaires. Maman était maintenant assise sur la marche du bas, l'air perdu. Jake était sorti de sa chambre, regardant la scène avec une attention inhabituelle. La compagnie de déménagement sera ici à 9 h, ai-je annoncé en vérifiant ma montre. J'ai juste besoin de tout descendre avant leur arrivée. Compagnie de déménagement? La voix de maman était faible. Sophia, tout ça est si soudain. Ce n'était pas soudain pour moi. C'était le point culminant d'années de prise de conscience croissante et de mois de planification minutieuse. Mais je comprenais que pour eux, cela semblait sortir de nulle part. Ils n'avaient jamais envisagé que je puisse avoir une vie séparée de leurs besoins. Tu vas toujours aider avec les factures, n'est-ce pas, a demandé papa, sa colère faisant place à l'inquiétude. Même si tu ne vis pas ici? Et voilà. Pas d'inquiétude pour mon bien-être ou de tristesse à mon départ, mais une préoccupation immédiate quant à la façon dont ma décision affecterait leurs finances. Non, ai-je dit, le mot unique se sentant à la fois comme une trahison et une libération. Je ne paierai plus vos factures. Le silence qui a suivi a été profond. Le visage de mon père est devenu rouge. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. J'ai qu'à regarder de l'un à l'autre, semblant enfin comprendre la dynamique en jeu. Tu ne peux pas simplement abandonner ta famille, a finalement bafouillé papa. Je n'abandonne personne, ai-je répondu. Je commence simplement ma propre vie. Tu as toujours dit que c'était ce que tu voulais pour moi. Le camion de déménagement est arrivé précisément à 9 h, 2 hommes chargeant efficacement mes maigres biens. J'ai fait un dernier tour de ma chambre, vérifiant les tiroirs et les placards pour voir si j'avais oublié quelque chose. En me retournant pour partir, j'ai remarqué ma mère debout dans l'embrasure de la porte, semblant plus petite d'une certaine manière. Je ne réalisais pas à quel point tu as peu de choses, a-t-elle dit doucement. Après toutes ces années, c'était la chose la plus proche qu'elle ait faite pour reconnaître le déséquilibre qui avait défini notre relation. Je l'ai serré brièvement dans mes bras, puis je me suis dirigé vers le bas, où mon père se disputait avec les déménageurs au sujet de leur position de stationnement. Papa, ai-je interrompu, je pars maintenant. Je t'appellerai dans quelques jours quand je serai installé. Il s'est tourné vers moi, son expression étant un mélange complexe de colère et d'incrédulité. C'est comme ça que tu nous remercies pour tout ce que nous avons fait pour toi, en t'enfuyant au moment où nous te demandons de contribuer? L'injustice de sa déclaration m'a frappé comme un coup physique. Mais au lieu de me disputer, je lui ai simplement remis une enveloppe. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé. Une copie de ma nouvelle adresse en cas d'urgence, ai-je répondu, et un relevé des contributions financières que j'ai versées à ce ménage au cours des 7 dernières années. J'ai pensé que tu pourrais vouloir l'examiner avant que nous parlions à nouveau. Puis je suis sorti par la porte, je suis monté dans ma voiture et j'ai suivi le camion de déménagement jusqu'à ma nouvelle maison et mon nouveau départ. Le camion de déménagement s'est arrêté devant ma maison à 9 h 45 du matin. Ma maison. L'expression me semblait encore étrange dans mon esprit. Le modeste bungalow avec sa peinture bleue délavée et ses garnitures blanches ressemblait exactement à ce dont je me souvenais de mes visites précédentes, mais maintenant c'était le mien. Je me suis garé derrière le camion et je suis resté assise pendant un moment, admirant la vue. La petite cour avant avait besoin d'attention, l'herbe était envahie et quelques mauvaises herbes perçaient les fissures du chemin de béton. Le porche présentait un léger affaissement d'un côté.
Les gouttières auraient besoin d'être nettoyées, mais la structure était bonne, et elle était à moi. Chaque imperfection représentait la liberté. Les déménageurs, Tim et Carlos, ont déchargé mes maigres possessions rapidement. Quand tous les cartons et valises étaient empilés dans le salon, Tim m'a tendu le presse-papier pour que je signe. « C'est tout ?» a-t-il demandé en regardant autour de lui. « Rien d'autre n'arrive. »« Non » ai-je répondu. « Je ne fais que commencer. » Carlos a approuvé d'un signe de tête. « C'est la meilleure façon de faire. Pas d'encombrement. » Un nouveau départ. Après leur départ, je me suis tenu au centre de mon salon vide, submergé par le silence et l'espace. Des meubles devaient être livrés plus tard dans la journée, l'essentiel que j'avais commandé en ligne la semaine précédente, un lit, un canapé, une petite table à manger avec 2 chaises. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début. J'ai passé le reste de la matinée à déballer mes vêtements et mes effets personnels. J'avais acheté des produits de nettoyage plus tôt dans la semaine et les avais rangés dans le placard de la cuisine, alors j'ai pris le temps d'essuyer les comptoirs et de balayer les sols. La maison avait été nettoyée avant la signature, mais elle était restée vide pendant plusieurs semaines et de la poussière s'était accumulée. Vers midi, on a frappé à la porte, ce qui m'a surprise. J'ai ouvert et j'ai trouvé une femme âgée aux cheveux argentés et aux yeux brillants debout sur mon porche. « Bonjour » a-t-elle dit chaleureusement. « Je suis Doris Abernathy, de la maison d'Aix-en-Grave Côté. J'ai vu le camion de déménagement plus tôt et je voulais vous souhaiter la bienvenue dans le quartier. » Elle tenait un plat en céramique recouvert de papier d'aluminium. Juste une simple casserole. Le jour du déménagement est épuisant, et tout le monde a besoin de manger. J'ai accepté le plat avec une gratitude sincère. Merci beaucoup. Je suis Sophia Wilson. Je viens d'être diplômée de l'université, et c'est ma première maison. Doris rayonnait. Comme c'est merveilleux. Une jeune propriétaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours de nos jours. Nous avons bavardé pendant quelques minutes, Doris me donnant des informations sur le quartier, le couple en face qui y vivait depuis 30 ans, la jeune famille à 2 portes avec des jumeaux qui venaient de commencer la maternelle, le meilleur jour pour la collecte des ordures ménagères et quel magasin d'alimentation locale avait les produits les plus frais. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'avez qu'à frapper, a-t-elle dit en se préparant à partir. Oh, et les anciens propriétaires ont laissé quelques bulbes de plantes vivaces dans le jardin. Ils sortiront au printemps prochain, de magnifiques tulipes et jonquilles. Après le départ de Doris, je me suis senti un peu moins seul. L'idée que des fleurs plantées par les anciens propriétaires allaient fleurir dans mon jardin l'année prochaine m'a donné un étrange sentiment de continuité, un lien avec l'histoire de cet endroit qui était maintenant le mien. La livraison des meubles est arrivée à 15 heures. 2 hommes ont efficacement assemblé le cadre de mon lit et ont positionné le canapé et la table selon mes instructions. À 17 heures, j'avais un semblant de chez moi. Le lit était fait avec des draps neufs et une couette que j'avais commandée en ligne. Le canapé était face à la petite cheminée. La table à manger était placée dans le coin ensoleillé de la cuisine. Cette première nuit seule dans ma maison a été à la fois terrifiante et exaltante. Chaque craquement et tassement du vieux bâtiment me faisait sursauter. Les ombres semblaient différentes de celles de ma maison d'enfance. Les bruits de la rue étaient inconnus, mais sous la nervosité se cachait un profond sentiment d'accomplissement. J'avais fait ça. Je m'étais créé cette opportunité malgré des années de ponction financière et de manipulation émotionnelle. J'ai mal dormi cette première nuit, me réveillant plusieurs fois dans cet environnement inconnu. Au matin, cependant, je me sentais plus installé. J'ai fait du café dans la nouvelle cafetière que je m'étais offerte et je me suis assise à ma petite table pour planifier ma journée. Lundi serait mon premier jour chez Meridian Marketing, mais j'avais le week-end pour continuer à organiser ma nouvelle maison. Dimanche soir, mon téléphone a commencé à vibrer avec des SMS de ma famille. J'avais délibérément gardé mon téléphone éteint pendant la majeure partie du week-end, ayant besoin d'espace pour digérer l'énorme changement dans ma vie. Maintenant, le monde extérieur faisait intrusion. « Maman, j'espère que tu es bien installée. Dis-nous que tu vas bien. Papa, la facture d'internet est du mardi. Est-ce que tu vas envoyer de l'argent? Jake, papa panique à propos des factures. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai répondu uniquement à ma mère, l'assurant que j'allais bien et que j'étais installé dans ma nouvelle maison. Aux autres, j'ai gardé le silence. C'était plus difficile que prévu. Des années de conditionnement m'avaient appris à répondre immédiatement aux demandes financières,
à prioriser leurs besoins au-dessus de mon propre confort ou de mes propres projets. Rompre ce schéma était presque physiquement douloureux. Lundi est arrivé, et avec lui, mon premier jour en tant que coordinatrice marketing chez Meridian. La journée s'est déroulée dans un flou de nouveaux visages, de séances d'orientation et de paperasse. Au moment où je suis retourné à ma petite maison bleue, j'étais épuisé mais exalté. C'était le début de ma carrière, de ma vie indépendante. Mardi a apporté davantage de SMS de mon père, de plus en plus urgents. Papa, la facture d'électricité est en retard. Il menace de couper le courant. Papa, as-tu reçu mon message concernant la facture d'Internet? C'est important pour les travaux scolaires de Jack. Papa, Sophia, tu ne peux pas simplement ignorer tes responsabilités familiales. Mercredi, ma mère a appelé pendant ma pause déjeuner, sa voix serrée d'inquiétude. Chérie, je sais que tu établis ton indépendance, et je respecte ça, mais ton père est très stressé à propos des factures. Pourrais-tu juste nous aider une fois de plus pendant que nous nous organisons? Maman, ai-je dit doucement, j'aide une fois de plus et depuis 7 ans. Papa doit comprendre comment gérer le budget familial sans mes revenus. Mais l'électricité pourrait être coupée demain, a-t-elle dit, sa voix tremblante, et Internet l'est déjà. Jack doit rendre un devoir. La culpabilité a été immédiate et accablante. J'ai failli céder sur le champ, j'ai failli proposer de payer la facture juste cette fois. Mais la voix d'Harriet a résonné dans mon esprit, ce schéma continuera tant que tu le permettras. Je suis désolé, maman. Je ne peux plus aider. Papa a un travail. Tu as un travail. Vous deux devez vous débrouiller. Jeudi soir, la sonnette a retenti. J'ai ouvert et j'ai trouvé toute ma famille debout sur mon porche, papa avait l'air en colère, maman anxieuse, Jack mal à l'aise. C'est ici que tu vis maintenant, a demandé papa sans préambule, regardant par-dessus mon épaule dans la maison. Tu as acheté une maison? Oui, ai-je répondu, bloquant l'entrée. Voulez-vous entrer? Ils sont passés devant moi dans le petit salon. Papa a immédiatement commencé à tout examiner, vérifiant la cheminée, regardant le plafond, ouvrant les portes pour inspecter les autres pièces. Maman s'est assise prudemment sur le bord du canapé, les mains jointes sur les genoux. Jack s'est promené dans la cuisine, ouvrant le réfrigérateur sans demander. Comment as-tu pu te permettre ça, a exigé papa. D'où vient l'argent? J'ai économisé, ai-je dit simplement, et j'ai été admissible à un programme pour premiers acheteurs. Économiser. À partir de quoi? Sa voix s'est élevée. Tu nous as donné chaque sou de côté. Pas chaque sou, ai-je corrigé. J'ai mis de côté une partie de mes revenus pour mon avenir. Je le fais depuis des années. Alors, tu nous as menti, a-t-il accusé. Toutes ces fois où tu disais que tu étais fauché, que tu ne pouvais pas plus aider avec les factures, tu cachais de l'argent. Plusieurs de mes nouveaux voisins étaient dans leur jardin, faisant semblant de ne pas regarder la confrontation qui se déroulait sur mon porche. Doris était sortie arroser ses fleurs, son regard inquiet se posant sur nous de temps en temps. Je n'ai jamais menti, ai-je dit fermement. J'ai versé des milliers de dollars à votre foyer. J'ai occupé plusieurs emplois pendant le lycée et l'université pour aider à soutenir la famille, mais je me suis aussi protégé parce que personne d'autre n'allait le faire. Nous sommes tes parents, a interrompu maman. Nous t'avons toujours protégé. Vraiment, ai-je demandé, la regardant directement. Où avez-vous protégé papa et ses mauvais choix financiers à mes dépens? Son regard est tombé sur ses mains. La compagnie d'électricité a coupé le courant cet après-midi, a dit papa, sa colère cédant la place au désespoir. La maison est dans le noir. La nourriture dans le réfrigérateur va se gâter. Est-ce ce que tu veux? Bien sûr que non, ai-je répondu. Mais je veux que vous compreniez que ce n'est pas ma responsabilité de régler ça. Ça n'aurait jamais dû l'être. Jack était revenu de son inspection de ma cuisine. Et alors? Tu vas juste nous laisser souffrir parce que tu es fâché d'avoir payé un loyer? C'est froid, Sophia. Il ne s'agit pas de loyer, ai-je dit, ma propre frustration augmentant. Il s'agit de cette année de soutien à cette famille tout en étant traité comme un guichet automatique personnel. Il s'agit du jeu de papa et de la complaisance de maman, et que tu n'aies jamais eu à contribuer un centime pendant que je me suis épuisé au travail. Le mot jeu est resté en suspens. J'ai qu'à regarder papa avec confusion. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Tu ne sais pas de quoi tu parles, s'est emporté papa, mais l'envie de se battre quittait sa voix.
Je pense que si, ai-je répondu. Et je pense qu'il est temps que nous reconnaissions tous la réalité de notre dynamique familiale. Comment oses-tu m'accuser de jouer, a dit mon père, sa voix dangereusement basse. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Papa, s'il te plaît, ai-je répondu, essayant de garder un ton uniforme. Soyons honnêtes les uns envers les autres pour une fois. Je suis au courant des visites au casino. Je suis au courant des comptes de poker en ligne. Je suis au courant des prêts. Son visage a légèrement pâli, mais il a conservé sa posture défensive. Tout le monde a besoin de se détendre. Quelques parties ici et là ne sont pas du jeu. Maman fixait le sol, refusant de croiser le regard de qui que ce soit. Jake avait l'air confus, ses yeux passant de papa à moi et de retour. De quoi parle-t-elle, maman? Papa ne joue pas. Le silence qui a suivi était une réponse suffisante. L'expression de Jake est passée de la confusion à l'incrédulité. C'est vrai? C'est pour ça que nous sommes toujours fauchés même si toi et maman travaillaient toutes les deux et que Sophia a payé les factures? Ta sœur exagère, a insisté papa. Et de toute façon, notre situation financière ne te regarde pas. Ce qui compte maintenant, c'est que ta sœur a abandonné ses obligations familiales et nous a laissés dans une situation désespérée. Je me suis dirigé vers ma nouvelle table à manger où mon ordinateur portable était posé et j'ai ouvert une feuille de calcul que j'avais créée avec l'aide d'Harriet. Je pense que nous devons examiner quelques faits. J'ai tourné l'écran pour qu'ils puissent tous le voir. C'est un enregistrement de chaque contribution financière que j'ai apportée à notre foyer depuis l'âge de 16 ans, chaque paiement de facture, chaque achat de nourriture, chaque dépôt direct sur votre compte. La feuille de calcul était méticuleuse, avec les dates, les montants et les descriptions de chaque transaction, cette année de soutien financier exposée en noir et blanc. Le total en bas est de 87 342 $, ai-je dit. C'est ce que j'ai contribué à notre famille tout en occupant des emplois au salaire minimum et en fréquentant l'école à temps plein. Maman a haleté. Le visage de papa a rougi. Même moi, j'ai été choqué de voir le nombre dans son intégralité. D'une certaine manière, additionner le tout a rendu la situation encore plus nette que je ne l'avais réalisé. Ça ne peut pas être juste, a murmuré papa, se penchant plus près pour examiner les chiffres. Tu inventes ça. J'ai des reçus et des relevés bancaires pour chaque entrée, ai-je répondu. Ce n'est pas une estimation. C'est le montant exact que j'ai donné pour soutenir notre famille pendant que tu gaspillais ton salaire au jeu, et que maman faisait semblant de ne pas le remarquer. Maman a laissé échapper un sanglot, couvrant son visage de ses mains. Je ne savais pas quoi faire, a-t-elle chuchoté. Il n'arrêtait pas de dire que c'était la dernière fois, qu'il allait tout regagner. C'est ce que les toxicomanes disent toujours, ai-je dit doucement. Mais ce n'est jamais la dernière fois sans une véritable aide. Jake s'était déplacé pour regarder la feuille de calcul, son expression se durcissant en parcourant les entrées. Tu as payé ma fête de fin d'études, a-t-il demandé, pointant une entrée de l'année précédente. Papa a dit qu'il avait économisé pour ça. J'ai payé beaucoup de choses qui étaient soi-disant de papa, ai-je confirmé, des cadeaux d'anniversaire, des cadeaux de Noël, des réparations de voitures. Je t'ai remboursé pour certaines de ces choses, a protesté papa faiblement. Certaines, ai-je concédé, une petite fraction. Jake s'est tourné vers nos parents, la colère évidente sur son visage. Pourquoi Sophia payait-elle pour tout? Pourquoi aucun de vous ne m'a jamais dit ce qui se passait vraiment? Nous voulions te protéger, a dit maman, levant finalement les yeux. Nous ne voulions pas que tu t'inquiètes des problèmes d'adultes. Alors, au lieu de ça, vous avez laissé Sophia tout porter? La voix de Jake s'est élevée. Elle n'a que 3 ans de plus que moi. Elle était encore une enfant, elle aussi. Sa défense de moi était inattendue et touchante. Pendant des années, j'avais ressenti de la rancune envers son existence insouciante pendant que je luttais sous le poids des obligations familiales. Maintenant, je réalisais qu'il avait été autant dans l'ignorance que moi. Le fait est, a dit papa clairement, essayant de reprendre le contrôle de la conversation, nous sommes en crise maintenant. L'électricité est coupée. Nous avons besoin d'aide. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai fait face à ma famille. Je suis disposé à aider, mais pas en vous donnant de l'argent. Cette approche n'a pas fonctionné pendant 7 ans, et elle ne fonctionnera pas maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, a demandé papa avec suspicion. Ça veut dire que je vais vous aider à élaborer un budget réaliste basé sur vos revenus réels. Ça veut dire que papa doit obtenir de l'aide pour sa dépendance au jeu.
Ça veut dire que maman doit cesser de favoriser les comportements destructeurs. Et ça veut dire que Jake devra peut-être trouver un emploi à temps partiel pour contribuer, tout comme je l'ai fait à son âge. La dépendance au jeu est un terme fort, a murmuré papa. Vraiment, ai-je demandé. Combien as-tu perdu au cours de la dernière année seulement? Combien de fois as-tu promis d'arrêter? Combien de factures sont restées impayées parce que l'argent est allé au jeu à la place? Il n'avait pas de réponse. Je suis propriétaire de cette maison, ai-je dit, la déclaration faisant en sorte que tous les trois me regardent avec stupéfaction. Pas d'hypothèque. J'ai économisé suffisamment pour une mise de fonds substantielle, et le programme pour premiers acheteurs a couvert le reste en fonction de mes revenus et de ma cote de crédit. C'est impossible, a dit papa, mais sa voix manquait de conviction. Pas impossible quand on économise depuis l'âge de 16 ans et qu'on a récemment reçu une prime à la signature de son nouvel employeur, ai-je répondu. Pas impossible quand on apprend à planifier ses finances au lieu de chercher la prochaine victoire rapide. La réalité de mon indépendance était enfin en train de s'installer. Le visage de mon père était passé du rouge au pâle, les implications complètes devenant claires. Je ne reviendrai pas pour les secourir. Je n'enverrai pas d'argent. Le guichet automatique sur lequel il comptait depuis des années était définitivement fermé. Alors, c'est tout, a demandé papa, une note de désespoir se glissant dans sa voix. Tu nous coupes complètement les vivres? Je vous donne un choix, ai-je précisé. Option 1, je vous aide à créer un plan financier. Papa suit un traitement pour sa dépendance au jeu, maman joue un rôle plus actif dans les finances du ménage, et Jake contribue par un travail à temps partiel. Nous reconstruisons notre relation sur des bases plus saines. Et l'option 2, a demandé maman doucement. L'option 2 est que vous continuez comme vous l'avez fait, mais sans mon soutien financier. Vous vous débrouillez seul. Ce n'est pas vraiment un choix, a murmuré papa. Plus de choix que j'en avais à 16 ans, ai-je répondu d'une voix égale. Le silence qui a suivi était lourd d'émotions inexprimées. Des années de ressentiment, de manipulation et de responsabilités mal placées étaient suspendues entre nous. Finalement, Jake a pris la parole. Je veux l'option 1, et j'ai déjà postulé pour un emploi à l'épicerie où Sophia travaillait auparavant. Maman l'a regardé avec surprise, puis moi. Je veux l'option 1, aussi. J'aurais dû être plus forte il y a des années. Je suis désolé, Sophia. Tous les regards se sont tournés vers papa. Il se tenait rigide, la fierté luttant contre la nécessité sur son visage. Tu es vraiment propriétaire de cette maison, a-t-il demandé à nouveau. J'ai hoché la tête. Et nous pourrions perdre la nôtre si les choses ne changent pas, a-t-il reconnu à contre-cœur. La deuxième hypothèque que tu as contractée l'année dernière sans le dire à maman te rattrape, ai-je dit, révélant que j'en savais encore plus qu'il ne le pensait. Maman a halté. Deuxième hypothèque, Robert? Tu as dit que c'était un petit prêt personnel. Les épaules de papa se sont affaissées. La façade s'est finalement effondrée complètement. Je vais essayer l'option 1, a-t-il dit, sa voix à peine audible. Mais je n'ai pas de problème. Je peux arrêter à tout moment. C'est la première chose que nous devrons aborder, ai-je dit fermement. Tu ne peux pas résoudre un problème que tu ne reconnaîtras pas. Alors qu'ils se préparaient à partir, la réalité de leur situation pesait visiblement sur eux, pas d'électricité à la maison, des factures qui s'accumulent, des secrets révélés. La dynamique avait irréversiblement changé. Nous parlerons demain des prochaines étapes, ai-je dit alors qu'ils se tenaient sur mon porche. Pour ce soir, vous pouvez séjourner au Comfort Inn sur Fort Street. Je vais appeler et payer une nuit pendant que vous vous organisez. C'était la seule aide financière que j'étais disposé à offrir, un tampon pour faciliter la transition plutôt qu'un retour aux anciens schémas. Alors que leur voiture s'éloignait de ma maison, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, de la culpabilité pour leur situation, de la colère face à des années d'exploitation, l'espoir qu'un véritable changement soit possible, mais surtout, j'ai ressenti un sentiment de libération accablant. La vérité était enfin révélée, et avec elle venait la possibilité de guérir. 3 mois après cette confrontation sur mon porche, la vie avait radicalement changé pour nous tous. Ma petite maison bleue était devenue vraiment mienne, avec des touches personnelles qui la rendaient chaleureuse. J'avais peint le salon d'une couleur crème chaude, accroché des rideaux dans les chambres et planté des fleurs dans la cour avant avec les conseils de Doris. Chaque changement, aussi petit soit-il, représentait mon indépendance et mon sentiment croissant de soi. Au travail, je m'épanouissais. Mon poste chez Meridian Marketing me mettait au défi d'une manière que l'école n'avait jamais fait,
et mes superviseurs avaient déjà reconnu mon éthique de travail et mes compétences organisationnelles. Une petite promotion était survenue après seulement 2 mois, ainsi que la responsabilité de gérer nos comptes de médias sociaux. La stabilité d'un chèque de paie régulier qui était le mien seul me semblait un luxe. Après des années à diviser immédiatement mes revenus entre divers besoins familiaux, la relation avec ma famille avait évolué vers quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer lors de cette soirée de remise des diplômes tendus. Ça n'avait pas été facile, et il y avait eu des revers, mais les progrès étaient indéniables. Papa avait initialement résisté à l'idée d'assister aux réunions des joueurs anonymes, insistant sur le fait qu'il pouvait contrôler son habitude sans aide. Il a fallu que la société hypothécaire envoie un avis formel de procédure de saisie pour finalement percer son déni. La nuit où il a reçu cette lettre, il m'a appelé en larmes, ce dont je n'avais jamais été témoin auparavant. « Je ne veux pas perdre notre maison », avait-il dit, sa voix se brisant. « Je ne veux pas perdre ma famille. S'il te plaît, aide-moi. » Le lendemain, je l'ai conduit à sa première réunion de GA. Il y était allé 3 fois par semaine depuis lors. Le processus était difficile pour lui, nécessitant une honnêteté et une vulnérabilité qui ne venaient pas naturellement après des années de tromperie. Mais le voir travailler à travers le programme en 12 étapes, reconnaissant les dommages que sa dépendance avait causés, m'a donné l'espoir qu'un véritable changement était possible. Maman avait trouvé un emploi à temps plein comme directrice de bureau dans un cabinet dentaire local, doublant son revenu précédent de la bibliothèque. Le travail semblait lui donner non seulement une sécurité financière, mais une confiance que je n'avais pas vue en elle auparavant. Elle avait également commencé à assister à des groupes de soutien pour les familles de joueurs dépendants, apprenant comment son comportement permissif avait contribué au problème. Je pensais que je protégeais tout le monde en maintenant la paix, m'a-t-elle dit autour d'un café un dimanche après-midi, mais je ne faisais que rendre possible la continuation de la situation. Je t'ai manqué de respect, Sophia. Je t'ai laissé porter des fardeaux qui n'ont jamais été les tiens. Sa reconnaissance de mon expérience a guéri des blessures d'une manière que je n'avais pas prévue. Pendant des années, je m'étais senti invisible dans ma propre famille, valorisé uniquement pour ce que je pouvais fournir financièrement. Avoir ma mère qui me voit vraiment, était un cadeau. Jake avait surpris tout le monde par sa réponse à la crise familiale. Il avait obtenu un emploi à temps partiel à l'épicerie et avait versé ses revenus aux dépenses du ménage. Plus important encore, il avait fait un pas en avant émotionnellement, agissant souvent comme médiateur entre nos parents lorsque les tensions augmentaient lors des discussions financières. « Je n'avais jamais réalisé tout ce que tu as fait pour nous », m'avait-il dit un soir où il était venu chez moi. J'étais tellement pris dans ma propre vie que je n'ai pas vu ce qui se passait juste devant moi. Je suis désolé d'avoir été un imbécile si égocentrique. Ces excuses signifiaient plus qu'il ne pouvait l'imaginer. La rancune que j'avais nourrie envers lui pendant des années a commencé à se dissiper, remplacée par une véritable affection pour le jeune homme qu'il devenait. Quant à moi, le changement le plus important était interne. L'anxiété constante à propos de l'argent qui avait été ma compagne depuis l'adolescence diminuait progressivement. J'apprenais à dépenser pour moi-même sans culpabilité, à épargner pour mon avenir sans crainte et à établir des limites sans excuses. Une partie de cette croissance comprenait des rencontres amoureuses pour la première fois depuis des années. Entre le travail et les obligations familiales, les relations amoureuses semblaient un luxe impossible pendant l'université. Maintenant, je voyais Vincent, un graphiste que j'avais rencontré au travail. Notre relation était encore récente, mais son respect pour mon indépendance et sa compréhension de mon histoire familiale faisaient qu'il était facile d'être avec lui. Mon amitié avec Hélène s'était également approfondie. Elle avait eu raison depuis le début à propos de ma dynamique familiale, et son soutien indéfectible avait été crucial pendant la transition difficile. Nous nous rencontrions chaque semaine pour le dîner, alternant entre son appartement et ma maison, partageant des histoires et des conseils alors que nous naviguions ensemble dans le début de l'âge adulte. La situation financière de la famille s'était quelque peu stabilisée. Avec le jeu de papa sous contrôle, le nouvel emploi de maman et la contribution de Jake, ils avaient réussi à négocier avec la société hypothécaire et à conserver la maison. Ils avaient un budget strict que j'avais aidé à créer mais que je ne finançais pas. Parfois, ils dérapaient, et occasionnellement papa laissait entendre qu'il avait besoin d'aide pour une dépense imprévue, mais j'ai maintenu mes limites avec une douce fermeté. Je peux vous aider à comprendre comment gérer ça dans votre budget, offrais-je au lieu d'argent. Ou nous pouvons regarder quelles dépenses pourraient être réduites ce mois-ci pour couvrir ça. Ce n'était pas toujours facile. Des années de conditionnement m'avaient appris à les secourir à tout prix pour moi-même. Parfois, la culpabilité était accablante,
surtout lorsque maman mentionnait qu'elle devait annuler de petits luxes ou lorsque Jack parlait de retarder ses projets universitaires pour travailler plus d'heures. Mais je me rappelais que la véritable aide signifiait soutenir leur indépendance, et non favoriser la dépendance. Un dimanche soir, presque exactement 3 mois après notre confrontation, ma famille est venue chez moi pour le dîner. C'était notre nouvelle tradition, un repas hebdomadaire ensemble qui symbolisait notre relation changeante. J'avais préparé un repas simple mais délicieux, et nous nous sommes assis autour de ma petite table à manger, la conversation se déroulant plus facilement qu'elle ne l'avait fait depuis des années. J'ai des nouvelles, a annoncé papa alors que nous terminions le dessert. On m'a offert un poste chez Anderson Technologies. Ce n'est pas un poste de direction comme mon ancien emploi, mais le salaire est meilleur que ce que je gagne maintenant, et il y a des possibilités d'avancement. C'est merveilleux, s'est exclamé maman, une fierté sincère dans sa voix. Félicitations, papa, ai-je ajouté, tendant la main pour lui serrer la main. Tu mérites cette opportunité. Il a répondu à la pression, ses yeux étant suspectement brillants. Je n'aurais pas pu le faire sans vous tous, surtout toi, Sophia. Ton amour sévère a sauvé cette famille, même quand nous nous sommes battus contre ça. Sa reconnaissance a fait monter les larmes à mes yeux. Pendant si longtemps, je n'avais rien voulu de plus que mes parents me voient, me valorisent pour plus que ma contribution financière. Cette simple reconnaissance ressemblait à la clôture d'un chapitre et au début d'un autre. Alors qu'il se préparait à partir ce soir-là, maman m'a serré fort dans ses bras. Je suis si fier de la femme que tu es devenue, a-t-elle chuchoté. Tu nous as tous appris à quoi ressemble la vraie force. Debout sur mon porche, regardant leur voiture s'éloigner, j'ai ressenti un sentiment de paix que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Le voyage avait été douloureux, les confrontations difficiles et les changements difficiles. Mais à travers tout ça, j'avais découvert ma propre valeur au-delà de ce que je pouvais fournir aux autres. J'avais appris qu'une véritable famille soutient la croissance de chacun plutôt que d'exploiter les faiblesses de chacun. Plus important encore, j'avais appris que parfois la chose la plus aimante que vous pouvez faire pour quelqu'un est d'arrêter de le secourir et de vous tenir plutôt à ses côtés pendant qu'il apprend à se secourir lui-même. La vie n'était pas parfaite. Ma famille avait encore des difficultés parfois. Je combattais encore de vieilles habitudes de surresponsabilité. Mais nous grandissions, guérissions et construisions tous quelque chose de plus sain ensemble. Et cela valait chaque conversation difficile, chaque limite douloureuse et chaque pas courageux vers le changement. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec vos proches pour votre propre bien-être? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Parfois, savoir que nous ne sommes pas seuls dans ces situations familiales difficiles peut être incroyablement réparateur. Si cette histoire vous a touché, veuillez aimer, vous abonner et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Merci d'avoir écouté mon voyage. Et n'oubliez pas que prendre soin de vous n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour pouvoir vraiment prendre soin des autres.